Bonjour à tous, on se retrouve donc pour ce premier épisode de P2K, un podcast qui vous est proposé par Parcours 59, la structure qui est donc en train de nous accueillir aujourd'hui à l'intérieur du quad. La structure lourde. Exactement, pour ceux qui connaissent la labeur de déplacer toutes ces barres et ces planches. Aujourd'hui, je suis accompagné de Johan Ferreira, qui va ensuite se présenter, mais la thématique du jour est le chase tag pour tous, pour que vous sachiez un peu de quoi on va parler. On va commencer par le plus simple. Je vais me présenter moi, comme ça vous savez qui je suis. Donc moi je suis Alexandre Geller, donc je serai, comme on pourrait le dire, votre présentateur pour la plus grande majorité des épisodes que vous verrez sur le podcast de P2K. Et je suis pratiquant de chase tag et de parcours. Je suis adhérent dans cette superbe association depuis bon nombre d'années. Et maintenant, je laisse notre invité du jour, Johan Ferreira, se présenter. Salut Johan. Merci pour cette introduction. Déjà, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir de parler du chase tag. C'est que du bonheur. On devrait le faire beaucoup plus souvent, mais tant mieux, là on y va, on se lance. Moi c'est Johan, nom de famille Ferreira, et je suis coordinateur à Parcours 59. Je suis responsable du pôle sport. Donc Parcours 59 c'est quoi ? C'est de l'insertion et du sport. Donc avec mon collègue Kevin qui est chargé de l'insertion. Moi, je gère nos activités principales qui sont le parcours, comme son nom l'indique, le freerun, donc l'aspect acrobatique, vrille, salto, tout ça, du proche cousin du parcours, et le format de compétition qui nous plaît tous et qui rend le parcours efficace et efficient, le chase tag, avec justement son indépendance, son nom de marque et son concept qu'on aime tous. D'ailleurs, ce concept, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer pour les novices, les aficionados ? Oui, le chase tag, c'est inspiré du jeu de notre enfance, le loup, le chat, la souris, le jeu de la poursuite, on peut le voir comme on veut, le voleur, le policier. Là, le concept est simple, ça reste d'attraper. Sauf que là, il y a un code dans lequel on doit se restreindre pour pouvoir concourir en compétition. Ça doit se dérouler dans un quad. Donc un quad, c'est actuellement la structure dans laquelle on est. C'est une structure qui peut faire 12 mètres sur 12, voire il y a des plus petits formats de 8 sur 8. Ici, on est dans la 12-12. Et donc, c'est le format le plus diffusé, le plus populaire dans les compétitions de haut niveau. On est sur cette structure-là dans un chrono de 20 secondes. Ça veut dire une manche, c'est 20 secondes seulement entre deux athlètes. Il y a un chaser, l'équivalent du chat, qui va devoir toucher avec la main l'évader, l'équivalent de la souris. Si l'évader ne se fait pas toucher pendant 20 secondes et évidemment en restant dans le quad, il rapporte le point pour son équipe. Donc aucune touche ne remporte donc 2 points, c'est que Voilà. les évasions, donc l'échappatoire. C'est ça, toucher c'est défendre, évader c'est marquer. Et tu pourrais un peu nous parler de ton palmarès vis-à-vis de ce sport ? Est-ce que tu es un compétiteur né ? Est-ce que tu es un athlète ? Un athlète oui, un compétiteur né, non je le deviens. Parce qu'effectivement en commençant le parcours depuis 2007, j'étais dans un sport qui était... on va dire dans sa philosophie dans laquelle j'ai adhéré le plus, non compétitrice. J'aimais le fait de m'opposer à moi-même, de me fixer mes propres objectifs, de dépasser mes propres limites, sans forcément me mesurer à quelqu'un. Et le chase tag m'a apporté cet esprit de compétition que je n'avais pas trop développé dans mon enfance, donc il y a 4-5 ans maintenant, et dans lequel je retrouve une compétition non agressive, c'est-à-dire il y a quand même de l'intensité. Je dis pas qu'elle est douce et qu'elle est soft mais elle est toujours présente, mais elle n'est pas nocive en fait, parce qu'elle conserve quand même un bon esprit. On le voit entre les athlètes, même si on n'est pas dans les mêmes équipes souvent, il y a toujours une bonne ambiance. Il y a le fait aussi, c'est un sport émergent, donc il est un peu niche pour le moment. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes, donc pour le peu qu'on est, justement on s'entraide, on se soutient. Et donc c'est vraiment ça qui me plaît, et j'espère qu'on le conservera et qu'on travaillera pour faire en sorte qu'il soit le plus intact possible au fil de son développement. Et donc oui, je deviens compétiteur parce que mine de rien maintenant avec Parcours 59 on performe dans les tournois,
On est actuellement champion de France. On a été vice-champion du monde dans des saisons précédentes. Et donc, ça nous donne une belle visibilité à travers le globe pour une petite asso de parcours local. Oui, on rappelle, on est à Roubaix ici, donc pas loin des quartiers tels que le Pile et j'en passe. Donc c'est une passion en soi que je partage avec toi et qu'on partage avec tous les passionnés, comme tu l'as dit, c'est encore niche. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la question du chess tag pour tous, pour ceux qui ont peut-être suivi le webinaire. Il y aura des questions qui ressortiront peut-être. L'une des premières, c'est en termes de mixité, est-ce que la scène chess tag est bien représentée? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui est mis en place par le World Chess Tag par exemple? Alors, ce qui est pas mal, c'est que après 3 ans d'existence, on a commencé à avoir déjà dans le haut niveau des exhibitions de matchs féminins. Ce qui a permis déjà aussi beaucoup de donner l'exemple et d'inspirer et de montrer que voilà, le sport n'a pas de sexe. Et donc, on a même eu la chance de pouvoir représenter Parcours 59 dans les derniers championnats de France. On a eu des athlètes qui aujourd'hui sont championnes du monde, sont représentés dans toute l'Europe, notamment via des équipes aussi encore actuelles qui sont européennes mixtes, qui recrutent justement les meilleurs éléments féminins. Donc on est une structure qui forme encore et on a vu aussi lors des derniers mondiaux carrément un système de pool avec qualification, demi-finale, finale. Donc c'est cool, il y a moyen de voir du sport de haut niveau chez les femmes. On espère que ça va continuer et ça dépendra justement de la communauté féminine et de toutes les femmes qui seraient curieuses et intéressées à s'y mettre parce que il y a de la place et on n'en est qu'à ses débuts. Il n'y a pas meilleur exemple, je pense, pour attirer. Enfin, on a des championnes du monde, on a formé ici. On a même des exemples, je pense notamment à Julie qui s'entraîne énormément avec nous. Ici, à l'association, vous avez mis quoi en place pour essayer d'attirer ce public féminin? Alors nous, ce qu'on prépare pour attirer le public féminin, c'est qu'on prépare déjà pas de stratégie spéciale filles. En fait, on a juste une seule chose qu'on met en particularité, c'est un temps dédié aux femmes dans la pratique, mais elle n'est pas dédiée au chess tag, elle est dédiée dans le sport généralement, donc dans le parcours chess tag, musculation, etc. Et donc ça, c'est juste un temps qui permettra à des filles déjà de se sentir à l'aise avec notre structure, avec le lieu, de prendre leur marque entre elles, pour celles qui auraient besoin de plus d'étapes. Mais par contre, nous, on a de la mixité dans chaque créneau. Nous, justement, que ce soit dans toutes les activités confondues, on a des femmes qui sont représentées et qui prennent leur place justement dans tous ces créneaux. Et ça représente dans l'association aujourd'hui 30% de pratiquantes. Alors c'est pas assez, on n'est pas encore allé aux 50%, voire même 51%, ce serait même génial. Considérant que les sports urbains ont justement un peu leur image un petit peu cliché dans lesquels on essaie de lutter et de montrer, tout comme c'est déjà le cas pour le hip-hop pour le moment, qui a une bonne parité. Donc on a encore du chemin à faire et on va travailler en fait, on va creuser aussi les pistes pour voir comment on peut l'encourager, l'améliorer au fur et à mesure des actions qu'on va mener. Et puis peut-être que ce podcast pourrait en inspirer d'autres à nous rejoindre dans ce magnifique sport qu'est le World Chess Tag. On parlait aussi un peu juste avant de la communauté. C'est quoi un peu ton avis global, en général sur cette communauté? Est-ce qu'elle est plus ou moins ouverte? Qu'est-ce que tu en penses? La communauté, elle est soudée. Comme je disais, le fait qu'on n'est pas nombreux fait qu'on se fédère très vite les uns avec les autres, on se rapproche. On a un exemple, je regardais hier soir un match. Il y avait Apex Moon contre Fata Morgana. Apex Moon, des Américains qui sont multiples champions du monde, ils ont une stratégie en compétition qui est de paraître froid, qui est de pas forcément aller au-delà du bonjour, etc.
Et en fait, ils avaient cette pression-là pendant toute la compétition et je me suis dit, mince, c'est les seuls à pas intégrer la communauté. C'est les seuls à pas être avec tout le monde, à pas délirer dans les loges, etc. Et en fait, il y a un moment dans le match qui m'a rassuré, c'est à la fin de la vidéo, où justement on voit Michael Sliger, l'un des athlètes les plus agressifs en fait dans le jeu. À la fin, ils sont détrônés. Ça veut dire que c'est une équipe qui avait jamais connu de défaite. Et ce match-là, je le spoil, mais bon, le titre l'indique aussi sur YouTube, ils perdent. Et en fait, là, j'ai vu justement Apex Moon enfin se libérer de sa chaîne et de son image qu'elle devait s'imposer. Et enfin sourire, enfin ouvrir les bras aux autres. Et vraiment, ça fait plaisir. Parce qu'en dehors d'eux, il restait plus qu'eux en fait, à joindre la famille. Et là, je pense qu'on est enfin unis, ça fait vraiment plaisir. Et on a juste hâte d'accueillir encore plus de monde comme ça. Clairement, c'est une communauté très, très, très ouverte. Enfin, il y a des échanges tout souvent, même sur des événements non officiels. Par exemple, là, en ce moment, on est en train d'enregistrer, mais il y a une compétition qui se fait en 1v1 en Suède, avec justement des matchs mixtes, enfants. Enfin, tout le monde est le bienvenu. On essaye vraiment de créer créer de l'événement et de l'émotion, je pense. Et ça fait plaisir à voir. Ici, on est sur une structure qui est donc licenciée. Est-ce que entre les licenciés en France, vous échangez assez régulièrement, vous vous entraidez, ou d'autres choses que je n'ai pas encore imaginées Ouais, sur le réseau national en France, déjà on a la fierté d'être l'endroit sur Terre qui condense le plus de quads au kilomètre carré. Ça veut dire on est la deuxième nation de Chestag qui a autant de quads que les États-Unis, sachant que nous on est un tout petit pays. Donc déjà ça veut dire que on est l'endroit justement où il est plus facile d'échanger par rapport à d'autres régions, par rapport à d'autres zones du globe. Et donc plus de quads dit plus d'équipes, et ça nous permet aussi de se mettre en lien, de se rencontrer. Pas forcément qu'aux compétitions, des fois on se fait des trainings, etc. On va chez l'un chez l'autre, même certaines structures organisent des compétitions non officielles, comme je pense ici déjà premièrement à Parcours 59, avec ses World Chestag Friches, ses World Chestag Roubaix, à Toulouse aussi également, Kiméo pour Lyon. Et donc tout ça, c'est une grande chance d'être en France. Déjà il faut pouvoir avoir cette reconnaissance-là et bien l'identifier, qu'il faut profiter de ça, parce que c'est pas le cas du reste de la planète pour le moment. Ça va venir évidemment, mais on a cette avance, on va essayer de la conserver, on va essayer de justement faire au mieux pour pouvoir assurer toujours ce côté pionnier, ce côté on a les devants, et on espère aussi que voilà, les Français resteront toujours, grâce à cet échange, grâce à ce partage, les plus performants en compétition. Puis au-delà de ça, j'ai posé cette question spécifiquement en parlant de la France, mais c'est pour essayer aussi de peut-être en inspirer encore d'autres, peut-être qui voudraient rejoindre l'aventure. Je précise que le Chestag, et je te poserai la question, et pour avoir ton avis, le Chestag, ça n'est pas que posséder la structure que vous voyez ici, pour ceux qui regarderont et qui n'écouteront pas, juste pas. Il y a des certifications qui vous permettent, même si vous n'avez pas la structure, de proposer des cours et tout ça. Donc ça, c'est une question que je poserai si j'ai l'occasion de l'avoir à Loïc Ascarino. On aura d'autres invités, ne vous inquiétez pas. Donc merci pour ces précisions. Là, je me suis focalisé sur la France, mais internationalement, comment sont les échanges ? Est-ce que tu as des choses à nous raconter, des histoires qui nous viennent, moi j'ai une idée, c'est par rapport à Gabe par exemple, je sais que tu en as parlé pendant le webinaire. Est-ce que tu as des exemples vis-à-vis de l'international ? Qu'est-ce que tu peux nous dire vis-à-vis de ça ? En fait, je le précisais dans le webinaire, j'étais quelqu'un d'assez introverti avant dans ma carrière, je dirais pas carrière, mais dans ma pratique du parcours. Le Chestag m'a vraiment ouvert beaucoup plus au monde. Le parcours m'a permis de voyager beaucoup, mais le Chestag m'a permis d'accueillir encore plus. Ça veut dire qu'avant, c'était plutôt moi qui allais vers, et du coup, c'était comme ça que je créais les rencontres.
Parce qu'honnêtement, Roubaix, c'est pas le lieu le plus touristique dans le monde. Clairement. Mais justement, au-delà de venir à Roubaix, en fait, il y avait l'argument je veux venir faire du chess tag. Et donc, ça nous a permis d'accueillir beaucoup plus qu'on le faisait avant. Et ça, c'est une grande chance. Et ça, c'est vraiment cool. En plus, je trouve qu'à Roubaix, on est un peu le carrefour de l'Europe, entre guillemets. Enfin, on est vraiment situé, entre guillemets, au centre de tous les autres quads. Je pense à nos amis hollandais. Bon, les amis britanniques encore n'ont pas la chance d'avoir un lieu pour disposer d'une salle, mais non, on est plutôt bien situé, je trouve. Compte tenu des équipes existantes, ouais, on est sur de l'anglais, suédois, hollandais, belge, suisse. On est vraiment au centre de tout. Et donc c'est une chance. Et c'est pas pour autant qu'on espère aussi que l'Europe du Sud, justement, se structure aussi. Parce qu'il y a tout à faire, y a tout à faire vers le côté méditerranéen. Encore plus africain aussi, on a hâte. On sait qu'il y a encore très peu d'équipes africaines et asiatiques qui sont présentes en compétition. Donc on a hâte de voir justement plus de diversité dans les mondiaux. Et c'est qu'une question de temps. Bien que j'aimerais que ça aille plus vite et que ça se fasse dès demain. Mais ouais, clairement. Et tout ça, ça va enrichir encore plus la communauté. Ça va créer des rencontres encore plus originales. Ouais, culturellement et tout. On a beaucoup d'échanges. Enfin, même moi, à titre personnel, j'ai comme toi, j'étais pas vraiment très voyageur. J'étais très niche. Je restais beaucoup sur ce que je connaissais. Et maintenant, ça m'a ouvert l'esprit. Et maintenant, j'ai moins de mal à me dire... je vais aller voir les copains à Londres pour leur jam. Je vais aller en Hollande voir les copains de Chess Tag Academy et de Eugen. Mais non, c'est... Entre guillemets, je remercie le sport et aussi la salle, tu vois. Parce que sans la salle, il n'y a pas le sport, entre guillemets. Même si tout à l'heure, je précisais que ça ne fait pas tout. Je suis sûr qu'il y a des exemples. Il y a des structures qui n'ont pas de quad. Donc la structure, on le rappelle, du sport. Et qui pourtant échangent énormément avec nous. Regardez les Belges. C'est un super exemple. Ils sont là sur toutes les compétitions. Ils ont passé des certifications pour pouvoir proposer des cours à leurs jeunes et à tout type d'âge, tout public. Comme tu l'as dit, moi aussi j'aimerais que ça aille plus vite. Et on croise les doigts. Et on attend chaque mondiaux parce que aussi, on peut en parler, mais aux mondiaux à chaque fois, on a le World Chess Tag qui essaye et qui invite de nouveaux pays, de nouvelles équipes, pas forcément pratiquantes de chess tag, mais à venir et à participer. Tu l'as entre guillemets, t'as entre guillemets mis ton point, pardon, enfin ton doigt sur par exemple l'Asie. On a eu les Japonais et les Chinois cette année, les Marocains de Rooftop Kings. Enfin, moi, je n'attends que les prochaines Worlds pour avoir les wild cards, comme ils les appellent, et voir de nouvelles têtes et de faire de nouvelles rencontres. Et qui sait, avoir des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, pour ceux qui étaient sur le webinaire, toujours. Je ne le savais même pas moi-même, mais Loïc nous en a parlé et a mentionné le fait qu'il y a des personnes qui sont licenciées et qui proposent des cours en Côte d'Ivoire, dans des quartiers... comme on dit, défavorisés et bidonvilles. Et ça, juste ça, c'est un super argument pour montrer que on est là, on vous attend, on est à bras ouverts, venez. Venez et passez la porte. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter vis-à-vis de cet aspect international ? Qu'on est sur le côté international, on est sur un rythme de croisière, on progresse, on monte justement et on est actif, on lâche rien, on est motivé. Mais en dehors du monde entier, on a l'accessibilité de manière générale de dire le but c'est que, comme le dit le projet, c'est Chess Tag pour tous. Et donc nous aussi on a des publics ici qui viennent pas de forcément loin et qui se posent des questions sur est-ce que je peux avoir accès au chess tag, et on se creuse la tête justement pour améliorer ce point là, et on pense on a parlé de ceux qui venaient de loin pour voyager et venir ici, on a parlé des femmes, et il y a aussi le public porteur de handicap qui a ses propres freins et ses propres spécificités. Et donc c'est ça qu'on étudie en ce moment ici à Parcours 59,
pour se permettre de ne pas attendre 10-15 ans, une fois que le sport est né, pour commencer à l'adapter, mais de l'adapter tout de suite, justement, dès ses débuts. T'as pré-shot une de mes questions, c'est super. Justement sur ce public, parce que l'aspect du chase tag qu'on voit énormément, et c'est un peu le monde dans lequel on vit, avec les formats très courts, les shorts sur Instagram, avec des réels très, 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 très écourtés. Et puis le chase tag, c'est 20 secondes, donc c'est facile à mettre en œuvre sur les réseaux sociaux. Et c'est pas un aspect qu'on voit énormément, on voit surtout l'officiel en fait, les grosses compétitions comme tu le mentionnais, avec ces compétitions mixtes, féminines et désormais ouvertes aux jeunes, donc entre 10 et 15 ans, donc la Youth League World Chess Tag Academy. Donc on espère voir entre guillemets du Handi World Chess Tag un jour. Et je pense et je le sais que vous essayez, quand je dis vous, c'est l'ensemble du monde du World Chess Tag de mettre en œuvre justement des possibilités pour ces personnes. Et on en a vu, on en discutera peut-être avec Kevin, teasing du 3e invité, de la petite interlude où on a eu, je ne sais plus exactement qui c'était, mais où il y a eu justement un public donc, qui était porteur de handicap et qui jouait d'une autre façon, d'une autre manière, certes, mais qui pouvait se mouvoir et tout aussi bien s'amuser dans le chess tag et dans ce quad. Mais venez sur l'épisode de Kevin pour en avoir plus de précision. Carrément. Vis-à-vis de cette communauté, est-ce que tu aurais, parce qu'on aime les histoires ici, est-ce que tu aurais un souvenir, le meilleur souvenir que tu as eu pour le moment, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, même pour moi ça serait difficile de choisir, mais le souvenir qui t'a marqué dans le World Chess Tag? Celui qui m'a marqué, c'est la première fois que je suis rentré dans le quad sous le bruit d'un buzzer officiel, donc ça veut dire que c'est ma première compétition. Je trouve que c'est marquant, parce qu'en gros, voilà, c'est les premières sensations, le premier stress d'avant un match, comprendre qu'est-ce que c'est de faire partie d'une équipe de chess tag, la cohésion, tout ça. Sentir l'espoir et la confiance des autres lorsqu'on rentre sur la starter plate. Enfin, tout ça, c'est des sensations qui m'ont marqué et que je renouvelle en fait maintenant à chaque fois que je performe en chess tag et qui me lâche pas. Mais ouais, la première fois qu'on le vit, je pense que tous les athlètes de toute façon le seront, quelle que soit la compétition qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui reste gravé. Et ça, c'est plutôt cool et je le souhaite à beaucoup de monde de pouvoir vivre ça un jour. Et justement, cet aspect frisson, on va dire, du chess tag, est-ce que tu penses que c'est un sport qui est entre guillemets ouvert dans le sens où peu importe ton passé sportif, ou même si tu n'as jamais fait de sport, moi personnellement, je faisais que du sport au lycée-collège, donc c'était un sport imposé, mais entre le parcours et ça, c'était mon seul passif. Bon, je suis un exemple parmi tant d'autres, mais est-ce que toi, en tant que coach et en tant que athlète sportif, on va dire, avec les nombreuses années que tu cumules maintenant, est-ce que tu penses que c'est un sport qui est ouvert à n'importe qui, je sais pas moi, venant de la musculation? Ouais, carrément, parce que au début, ouais, on était beaucoup de traceurs dedans, mais aujourd'hui, on est en train, on s'en rend pas compte, mais de faire des mouvements dans le quad de mecs qui à la base venaient pas de là. Je pense à Kai Badwin qui est un danseur. En fait, genre la danse, elle nous a apporter ça, ouvert le style en fait. Elle nous a montré qu'en fait on peut voir la structure autrement que juste en vision parcours. Il y a les sports de contact, les rugbyman qui plongent, qui ont... Et en fait il y a plein de chaque sport aujourd'hui. Je suis même sûr qu'un joueur d'échecs qui va venir ici, il va apporter énormément, une nouvelle vision. En fait, il n'y a même pas besoin de forcément d'être sportif, en fait. d'être dans le domaine physique, mais on a tous des qualités dans diverses activités qui peuvent être retranscrites ici, parce que ça demande de la vitesse, ça demande de l'endurance, ça demande de l'agilité, de la souplesse, de la stratégie. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses pour dire qu'un seul sport est la solution. Et donc, justement, plus on viendra de divers sports différents, plus on va enrichir le concept. Et au-delà de l'aspect sportif, est-ce que tu penses aussi que en tant qu'individu,
lambda, enfin peu importe d'où tu viens et qui tu es, est-ce que tu peux faire partie entre guillemets de l'aventure chase tag au-delà de la pratique? Je pense notamment à l'exemple que tu as pris de Gabrini pour ceux Ouais. qui aimeraient peut-être aussi avoir cette histoire. En gros, le chess tag, c'est un sport, mais qui est conçu principalement pour être regardé. En fait, c'est vraiment dire, ok, le sport, il se joue, il est marrant et tout, on peut s'éclater, mais il est très visuel, il est très prenant, entertainment en fait. Il est très spectaculaire aussi par moments lorsqu'il est joué à haut niveau. Et je pense que justement, ça peut facilement encourager les fanbases, les supports d'équipe sur des personnes qui ont peut-être jamais touché une planche, mais qu'au final, ils connaissent le nom de chaque joueur, ils sont là à chaque match, ils suivent parce que y a Internet aussi qui diffuse beaucoup. La visibilité, tu l'as dit, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, elle est présente. Et donc, ce qu'on espère, c'est que justement, ce monde digital, en fait, il continue de se développer avec le chess tag et qui permettent à chacun de pouvoir être libre de soutenir et de suivre l'histoire du chess tag et de ses équipes. Merci pour cette précision. Encore une fois, que vous soyez, on va dire, prêt à venir sur la starter ou être à côté de celle-ci dans le public, tout le monde est le bienvenu. On rappelle, cet été se tiendra normalement, encore une fois, les Urban Games qui est organisé par l'association et la force de ses bénévoles. Donc, n'hésitez pas à scruter les réseaux sociaux de Parcours 59 pour avoir la date et l'heure. Ce sera comme d'hab gratuit. Encore une fois, avoir la chance de voir ça en vrai, c'est beaucoup plus différent que sur un écran. On se rend bien plus compte de l'ampleur de ce qu'est le sport. Question simple, et je l'avais mentionné tout à l'heure. Dirais-tu qu'il faut absolument donc ce quad pour pratiquer ? Pour pratiquer, non. Pour performer, oui. Donc pourquoi pratiquer, non? Parce que en fait, comme on l'a dit, les capacités, elles se travaillent dans une forêt, dans un parking. En fait, tant qu'il y a des obstacles à contourner ou à éviter, c'est jouable. Le jeu de poursuite, ça se fait partout. D'ailleurs, on le voit sur les fondements même de la discipline du chess tag. Ça a commencé dans un jardin avec des poubelles, un arbre et une table en fait. Donc c'était les premiers obstacles et ça s'est transformé avec une étude justement de la structure actuelle. Donc non, pour pratiquer, moi ce que je conseille c'est de la rubalise, des élastiques et puis quelques arbres et puis on fait une toile d'araignée un peu n'importe comment et puis c'est parti. Ça peut se faire vraiment partout. Ça peut même se faire sans matériel, ça va dépendre de l'environnement. C'est un peu comme la culture parcours avait de l'observation d'un spot. Donc il y aura peut-être des spots qui vont être identifiés comme des parcs de jeux pour enfants où justement il y a déjà des sortes de toiles, des toboggans à grimper, à redescendre, etc. à contourner. Donc le chess tag va pouvoir trouver ses bases déjà dans ces jeux-là. Et après pour performer, oui c'est évident. Pourquoi ? Parce que il y a une équipe qui était inconnue du milieu du chess tag, que personne n'attendait, qui a été invitée aux championnats mondiaux et qui s'est retrouvée finaliste, vice-champion du monde, alors que personne connaissait son nom. Et pourquoi on ne connaissait pas son nom ? Tout simplement parce qu'elle n'était pas habituée à l'activité, elle n'était pas habituée au championnat. Mais cette structure, en fait, qu'est-ce qu'elle a eu 3 mois avant ? Elle a eu le quad. Et en fait, en 3 mois de quad, je parle de Parcours 59 pour ceux qui savent bien pas. Évidemment. En 3 mois de quad, en 3 mois de pratique sur le quad, on a pu rivaliser avec les meilleurs équipes du monde. Développer vos compétences. Ouais. En fait, le quad va vous aider à vous développer, mais si vous avez une appétence pour cette pratique, foncez et j'ai envie de vous dire, contactez c'est le référent World ici en Chess Tag France, Gym. World Chess Tag Gym, c'est ça, Louis Cascarino. Si j'oublie pas, je mettrai les informations et l'adresse mail, mais n'hésitez pas, il y a des certifications qui vous permettent de proposer des cours, comme je l'ai dit en Belgique, ils le font, de
proposer des cours sans même avoir cette structure. Donc c'est un peu une question que j'ai posée pour une structure ou même, je sais pas, une association qui aimerait faire pareil. Vous avez la possibilité, vous avez les cartes en main et c'est tout à fait possible. Et merci pour cette précision. Mais si vous êtes dans un côté, on va dire, loisir et vous faire plaisir, bah, le chess tag, vous pouvez le faire n'importe où. Et on le rappelle, il y a aussi la structure de la 8-8 qui peut être une alternative si vous voulez une structure pour proposer des cours. D'ailleurs, vis-à-vis de ce point-là et de la pratique sans quad, je sais que vous êtes en train de développer un guide. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je ne sais pas si ça va être disponible. Oui. Mais il sera disponible, mais je ne sais pas encore quand. Oui, le guide, nous on est justement avec l'ANS qui subventionne notre projet de pouvoir fournir justement des exemples de savoir-faire. Ici à Parcours 59, nous, avant d'avoir la structure du quad, on s'est d'abord entraîné au chess tag dans notre salle. Et du coup, ça a posé certaines questions. Qu'est-ce qui était nécessaire pour commencer à s'initier au chess tag sans avoir de structure? Donc on a cette expérience-là et on veut justement poser les bons conseils, poser les bonnes bases et les transmettre pour que ceux qui veulent justement se lancer dans le chess tag aient les bons outils. Donc c'est un guide de plein de conseils avec une méthodologie, avec une pédagogie à aborder, etc. Avec l'application des règles de base qui vont déjà donner aux joueurs et aux athlètes les vraies notions et le vrai ressenti qu'on peut avoir en compétition de chess tag. Et donc il sera diffusé sur nos réseaux, il sera envoyé à nos partenaires et il sera même envoyé à tous ceux qui le demanderont. Donc ce guide du chess tag pour tous, il est intégré dans notre projet depuis le début. Et ça, encore une fois, c'est gratuit. C'est gratuit et je pense aussi que à l'avenir, ça sera amélioré en échangeant justement avec les autres structures. Et c'est déjà cool que vous soyez, entre guillemets, pionnier de cette initiative. En tout cas, j'ai hâte de le voir et hâte de voir peut-être d'autres structures comme ici émerger partout en France ou autres. On va toucher peut-être d'autres communautés francophones, peut-être nos amis du Canada et du Québec. Je sais qu'il y a des pratiquants là-bas qui aussi pratiquent sans cette structure, donc on vous fait coucou. En tout cas, merci Yohan pour ce temps. Moi j'aime bien faire ça, mais j'aime bien donner le dernier mot à mon invité, ça peut être n'importe quoi, libre à toi. Mais merci pour ton temps et merci pour toutes ces connaissances. Ouais, merci. Je te retourne le remerciement, l'opportunité, au plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter et que vous suivrez le reste des épisodes de l'aventure sur le chess tag. On est qu'à ses débuts, on démarre un projet et n'hésitez pas justement à pouvoir être là, à nous faire des retours, à nous remonter aussi vos interrogations, vos critiques, vos remarques pour qu'on s'améliore. Donc le mot de la fin c'est merci et vive la chasse, vive le chess tag. Ouais, vive le chess tag, merci aux Devo. Merci aux Devo, les créateurs britanniques. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit à bientôt pour les prochains épisodes, donc normalement avec Kevin et ensuite Loïc.